Que se passerait-il si on tuait plus de loups en France ? Le retour du loup déchaîne les passions depuis 30 ans, principalement à cause des prédations sur le bétail. Pour tenter de limiter ces attaques, des loups sont abattus chaque année, malgré le statut de stricte protection de l'espèce. Face à l'augmentation de la population de loups en France, l'État prévoit de faciliter les tirs. Mais quelles seraient les conséquences ? Une réduction des attaques sur le bétail ? Une diminution de la population de loups ? C'est ce dont on va parler avec Bertrand Sicard, président de l'association Ferrus. Bonjour Bertrand Sicard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir et de m'interroger. Avec vous, on va voir aujourd'hui ce qu'il se passerait si on tuait plus de loups en France. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre association, s'il vous plaît ? Alors, donc, moi, je suis Bertrand Sicard, donc je suis président de l'association Ferrus. Alors, Ferrus, c'est une association qui est née en 93, dès le retour du loup, en 92 en France. Voilà, c'est une association, il faut savoir que le fondateur, c'est un fils d'éleveur, ce qui nous donne un ADN particulier, puisqu'on a toujours essayé d'être le plus proche possible du monde de l'élevage. C'est comme ça qu'on a développé un programme qui aujourd'hui rencontre un assez franc succès, le programme Pastoralou. On met des éco-bénévoles à disposition des éleveurs volontaires pour les aider à protéger leurs troupeaux. Voilà. Donc on est né en 93 et en 2003, on absorbe l'association Artus qui a été la grande maîtresse des premières réintroductions des ours dans les Pyrénées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'affiche comme une association de défense des grands prédateurs ours ou lynx. C'est les trois animaux de la grande faune européenne qui font leur retour en France. Alors ils ne sont pas tous présents au même endroit, puisque les lynx c'est surtout dans le Jura, les ours surtout dans les Pyrénées. Bon, mais le loup aujourd'hui est en train de revenir dans les Pyrénées, dans le Jura et un peu partout en France. Et justement, je vais vous demander de me faire une présentation un peu plus générale de la situation des loups en France. Alors les loups en France, vous savez que les loups ils sont revenus en 92 par la porte italienne, ils sont revenus par le parc du Mercantour. Ils sont revenus naturellement, puisque les Italiens les protégeaient déjà depuis plusieurs dizaines d'années, où ils n'avaient jamais disparu d'Italie. Aujourd'hui, ils doivent être présents dans à peu près 55 départements français, mais une grande majorité des loups se trouvent dans les Alpes. Il doit y avoir 80% de la population de loups dans les Alpes. Voilà. Et puis les loups, c'est un animal qui a une dynamique démographique importante, qui est un animal opportuniste, qui s'adapte très vite, et puis surtout qui surfe sur la bonne qualité des biotopes en France, en particulier dans leur présence en cervidés, c'est-à-dire chevreuil, sanglier, cerf. Si le loup se permet d'apparaître comme ça en France sans qu'on ait pu remarquer son passage, c'est parce qu'il se nourrit principalement de faune sauvage. Voilà. On le remarque particulièrement quand il attaque des troupeaux domestiques. Ou sinon, c'est très difficile de le repérer, parce que c'est une différence, les gens peuvent le prendre pour un chien. Et puis en matière de suivi, les traces, il faut être très, très expert pour faire une différence entre un grand canidé loup et un grand canidé chien. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du plan loup 2024-2029. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un plan loup ? Alors, les plans loups, c'est des plans nationaux d'action. C'est des feuilles de route que l'État émet, qui pourraient être émis d'ailleurs par des associations aussi. Juridiquement, c'est possible. Mais là, c'est des plans de protection d'animaux qui sont en général à protéger parce qu'ils sont en phase soit de disparition, soit en phase de recolonisation extrêmement lente. Donc là, le nouveau plan loup 2024-2029, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire ce qu'il contient dans les grandes lignes ? Bon, le nouveau plan loup 2024-2029, il reprend grosso modo ce qui a été déjà écrit déjà en 2018-2023, mais il apporte quand même des éléments nouveaux qui sont assez dramatiques, dont le principal et la demande de déclassement du loup, qui aujourd'hui est une espèce strictement protégée, et le plan loup demande d'étudier son déclassement en espèce protégée. Ça, on va en reparler justement. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait exceptionnel, parce qu'on n'a jamais vu ça dans un plan national d'action, qui est un plan de protection. Voilà, donc pour nous, c'est plutôt d'ailleurs un plan de gestion.
D'ailleurs, ce plan fait la part belle à l'élevage. Et puis, il détermine les modalités de tir. Alors là, c'est beaucoup plus sensible puisque c'est à travers le plan national d'action qu'on va déterminer les pourcentages de bêtes à abattre, principalement, et les modalités de tir. Vous savez qu'ici, aujourd'hui, tout est assez réglementé. C'est-à-dire que vous avez d'abord, lorsqu'un éleveur est attaqué, il passe par une demande de tir de défense simple. Après, si ça n'aboutit pas, il passe à un tir de défense renforcé. Et on peut avoir aussi des tirs de prélèvement. Les tirs de prélèvement, c'est des tirs qui sont faits en fait hors troupeau, qui peuvent permettre à des chasseurs d'abattre un loup s'ils rencontrent. Voilà, souvent ça se passe dans des conditions de chasse, d'ailleurs souvent au sanglier. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que du coup, le loup est une espèce, vous nous l'avez dit, pour l'instant strictement protégée. Ouais. Alors oui, alors c'est-à-dire que l'État use et abuse des dérogations de la directive Habitat, qui est l'article 16, qui dit que si on a tout essayé pour défendre un troupeau, et si l'espèce n'est pas en danger, on peut déclencher les dérogations. Et en fait, l'État s'appuie là-dessus pour tirer aujourd'hui en France 200 loups. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on dit aujourd'hui que le loup, de toute façon, ça fait longtemps qu'il est plus strictement protégé en France. 200 loups, c'est 200 loups, ça représente à peu près entre 19 et 21% de la population de loups. Et c'est par an? Et c'est par an. Donc voilà, après le reste du plan loup, il faut attendre les arrêtés ministériels. Il va y avoir 2 arrêtés, un arrêté sur les modalités de tir et un arrêté sur le nombre de bêtes à abattre. Voilà, donc ce qu'on sait, c'est que l'État pousse pour qu'on puisse tuer le maximum de loups. Et pour cela, il a besoin d'augmenter l'évaluation de la population en France. Parce qu'aujourd'hui, il se base, en se basant sur des données scientifiques que lui a fournies le Muséum d'histoire naturelle et l'OFB, il se base sur une capacité de tir entre 19 et 21% sans prendre le risque de mettre en danger la population de loups en France. Donc admettons, nous sommes en 2030, le loup qui était autrefois strictement protégé en Europe a été déclassé et n'est plus qu'une espèce protégée, plus strictement protégée, sur proposition de la Commission européenne. Alors déjà, pourquoi? Sur la base de quel argument? Et quelles seraient les conséquences justement de ce déclassement pour la population de loups française? Alors, c'est une bonne question. Je crois que personne n'a la réponse. Aujourd'hui, en Europe, sur des espèces européennes, je pense qu'il n'y a jamais eu de déclassement d'espèces strictement protégées. Voilà. Donc c'est la première fois que cela se produit. Alors, cela étant dit, il faut quand même faire, en postulat, il faut quand même dire que ça va être long, ce déclassement. Je pourrais vous parler plus en détail des procédures qui doivent être mises en place, mais il faut le déclasser de la Convention de Berne, et puis après, il faut le déclasser de la directive Habitat. Il faut savoir que c'est 2 textes internationaux qui sont parallèles, donc il faut que les deux soient d'accord pour que le loup passe d'espèce strictement protégée à protégée. Voilà, ça c'est un premier point. Donc ça va être long. Alors cela étant dit, on ouvre la boîte de Pandore. On ne sait pas ce qui va se passer. Chez les spécialistes, je vais dire en réglementation juridique concernant la protection de l'environnement, certains vont jusqu'à dire que ça pourrait le rendre chassable. Ça pourrait même, s'il est chassable, ça peut avoir des conséquences considérables parce que d'espèces strictement protégées à espèces chassables, ça veut dire que l'État serait peut-être plus obligé de financer les protections des troupeaux. Ça pourrait aller très loin. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Voilà. Cela étant dit, je vous dis que la procédure va être longue et de toute façon en France pour le moment ça ne changera pas grand chose parce que le loup ça fait longtemps qu'il est plus strictement protégé en France. Vous tirez 20% de la population, c'est pas une stricte protection. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des conséquences justement de ces tirs-là et d'une augmentation des tirs? Alors les conséquences, la population, je dis pas qu'elle peut s'effondrer, mais par contre, oui, elle peut se retrouver en diminution. Ça, c'est très possible, hein, si on continue à augmenter les tirs la façon dont c'est fait aujourd'hui. Voilà. Maintenant, nous, ce que nous disons chez Ferrus, c'est que la population de loup n'est pas en bon état de conservation pour la simple raison que ça fait 30 ans que le loup est présent en France
Et on vient seulement d'avoir les premières reproductions en dehors des Alpes. Ouais. Mais parce que... Et ça c'est à cause, je pense que c'est à cause de la politique de tir intensif. Hein, aujourd'hui, on a 3-4 meutes dans le Jura. C'est les seules présences qu'on a hors des Alpes. Il y a eu une reproduction il y a quelques années dans les Vosges. Seule présence de meute, vous voulez dire? De meute, oui, de reproduction. Hein, je parle de reproduction. Hein. Après, il faut savoir c'est que le loup, c'est un animal intelligent, qui a une biologie compliquée. Si vous avez interrogé Jean-Marc Landry, il vous le dira, parce que j'ai eu des discussions avec lui. Il a plus de 600, je crois qu'il a plus de 600 vidéos de nuit prises sur des attaques de loups. Il me dit, je ne comprends pas toujours comment ça marche. Voilà, donc on ne sait pas ce que cette politique de tir intensif peut provoquer sur la démographie de l'animal. En tout cas, ça ne lui fait pas du bien. Et nous, moi, je considère qu'aujourd'hui, le loup, il est assez en survie. Parce qu'en fait, avec un tir, il y a à peu près, en France, il y a à peu près 128 meutes, 130 meutes, disons. On tire 200 loups, c'est-à-dire que chaque meute est susceptible d'être touchée. Il faut voir les conséquences lorsqu'une meute est touchée. Lorsqu'une meute est touchée, généralement, c'est pas les louveteaux qu'on touche, parce que c'est pas les louveteaux qui attaquent, contrairement à ce qu'on dit. Quand vous tuez l'un des deux reproducteurs dans une meute, vous détruisez la meute. Voilà. Ce qui explique peut-être d'ailleurs ces surattaques qu'on a systématiquement. Il y a une thèse qui a été faite sur ce sujet, qui arrive à des conclusions. Alors la thèse, vous la lisez à droite, à gauche, dans tous les sens, et en fait, elle prend pas vraiment position. Mais apparemment, ils ont pas réussi à avoir des résultats clairs. Ça dépend des territoires. A priori, c'est compliqué. Le problème, c'est que pour faire des vraies études, il faut envoyer des gens sur le terrain. Ça coûte très cher, voilà. Et l'État n'a jamais mis les moyens là-dessus. Nous, on n'arrête pas de le demander. Alors, ils nous ont ressorti dans le nouveau plan loup 2024-2022, soi-disant des études. Nous, on demande une étude sur l'impact des tirs. On ne l'a toujours pas, à part cette étude dont vous parlez. Hein, mais qui sont des études principalement de bibliothèque. Et on a beaucoup de choses à connaître encore, surtout en Europe occidentale, parce qu'on a des études aux États-Unis, mais la situation des loups aux États-Unis n'a rien à voir avec l'Europe occidentale. Oui. On est dans des zones urbanisées, la pression sur le loup est extrêmement forte. Quand vous faites une étude dans le Yellowstone, ça n'a rien à voir. Les loups sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas pratiquement pas de présence humaine, donc on peut faire des très bonnes études d'impact et on peut suivre la biologie de ces meutes, mais ça n'a rien à voir avec la biologie des meutes en Europe. Vous nous avez dit là tout à l'heure que pour vous l'état de conservation n'était pas bon. Or c'est l'argument inverse en fait qui est utilisé justement par les représentants de l'État pour augmenter notamment les tirs, etc. En quoi, pour vous, l'état de conservation du loup n'est pas bon? Eh bien, je vous dis, parce que le loup, il aurait dû se reproduire déjà dans beaucoup d'autres régions françaises, dans le Massif central, dans les Pyrénées, dans le Jura, c'est le cas, dans les Vosges, dans tous les grands massifs forestiers français, où il y a beaucoup de faune, en particulier de cervidés. Donc il aurait dû déjà se reproduire. Pourquoi il ne se reproduit pas? Parce que je pense qu'il y a une très forte pression sur lui. Voilà. Parce que l'État se base principalement sur la progression géographique et numéraire. Mais qui a compté les loups un par un? Personne. C'est des évaluations statistiques qui sont faites. Alors, je dis pas, je pense que les Français en Europe, alors je pense que les Allemands sont un peu meilleurs que nous, mais c'est nous qui avons les statistiques sûrement les plus fiables. Voilà. Bien que le monde de l'élevage conteste, parce qu'on vous annonce 2000, 3000, 4000 loups, enfin il y a des chiffres... Oui, là, les chiffres officiels, c'est autour de 1000. Autour de 1000, ouais, voilà, c'est ça. Mais personne ne les a jamais comptés. Voilà. Oui, c'est des estimations de population. Voilà, des estimations de population. C'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins. Okay. Voilà, en tout cas, les loups en France, j'ai envie de dire, ne vivent pas tranquilles. Ils sont sous très forte pression. Alors, je voudrais reparler des conséquences qu'aurait une augmentation des tirs en France. Est-ce que ça aurait... des conséquences sur la diminution des attaques? Parce qu'en fait, c'est l'argument qui est avancé dans le dernier plan loup. On peut lire: pour mieux organiser la coexistence du loup et des activités humaines, le nouveau plan prévoit de faciliter les tirs de défense. Donc, quelles seraient les conséquences d'une augmentation des tirs sur la coexistence? Est-ce que finalement, c'est pas un mal pour un bien? On tire des loups, mais ça permet de faire coexister des loups et des activités d'élevage sur un territoire. Alors, nous, ce que nous disons, on n'est pas contre le tir de loup si jamais un éleveur se protège bien et puis que
On se rend compte qu'il y a des animaux qui ont des tropismes, qui ont des tropismes sur les animaux domestiques, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut les freiner tout de suite. Mais nous, on a l'habitude de dire qu'un loup mort, en fait, c'est un loup qui n'apprend pas, et encore moins sa meute. Il faut bien comprendre que le loup, c'est un grand canidé. C'est comme votre chien. Alors les chats, peut-être ils mémorisent moins que les chiens, mais enfin les chiens, ils apprennent vite. Hein. Si vous voulez internaliser un endroit où il dit tu vas plus là, donner une fessée, il va plus y retourner. Le loup, c'est la même chose. Le loup, il a besoin d'apprendre. Si vous le tuez, il n'apprend pas. Le loup qui est mort, il ne peut pas rentrer dans sa meute en disant attendez les gars, faut pas y aller parce que là c'est dangereux. Voilà. On a des exemples très précis où le loup a été soit blessé, soit il a pris un choc psychologique parce qu'il a été touché d'une façon ou d'une autre, où il est tombé sur des chiens et qui ont très bien défendu leur troupeau. Le loup, il ne revient pas. Du moins, il ne revient pas tout de suite. Voilà. Dans le cas des tirs, lorsque vous tirez, oui, vous allez, bien sûr, diminuer la pression de prédation, mais comme les biotopes sont favorables, il y a un autre loup qui va arriver. On a le cas de la Saône-et-Loire. Le cas de la Saône-et-Loire, on n'arrête pas de tirer des loups. On croit toujours avoir tiré le dernier, il y en a toujours qui arrivent. Parce que la Saône-et-Loire, c'est un couloir de passage du sud au nord. Il faut savoir qu'on pense que beaucoup de loups qu'on retrouve en Bretagne, qu'on retrouve dans le nord de la France, ou en Charente-Maritime, ou même sur la région parisienne, parce qu'il y en a eu, ils passent par la Saône-et-Loire. Donc là, vous avez une batterie de fusils qui attend les loups. Alors là, là, il y a un loup, ça fait 4 mois que l'État lui court après, il fait des dégâts à chaque fois sur des troupeaux. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut protéger les troupeaux. Voilà. Donc dans les Alpes, dans les zones d'estive, on sait bien les protéger. C'est le triptyque, c'est berger, chien de protection et parc de rétention la nuit, parc de contention la nuit. Et ça marche. Je dis pas que il y a jamais de zéro défaut. Hein, c'est comme si vous mettez une alarme chez vous, il y a jamais de zéro défaut. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et ce que l'on sait nous, Ferrus, avec nos éco-bénévoles qui sont sur les estives, c'est que la présence humaine, rien qu'une présence humaine, dissuade le loup d'attaquer. Surtout dans les zones de recolonisation. Parce que dans les zones de recolonisation, les loups, ils connaissent mal le terrain, ils ne sont pas bien chez eux, et lorsqu'ils vont sentir une présence humaine, ils vont déguerpir assez rapidement. C'est pour ça que dans les zones de recolonisation, on a beaucoup de mal à les tirer. Voilà, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler à la protection. Et ce qu'on regrette dans le prochain plan loup, c'est que l'accent n'est pas assez mis sur la protection. Il y a des expérimentations qui ont été faites, mais qui ne sont pas assez poussées pour nous. Et l'État va vers la facilité, parce que les tirs, c'est des tirs politiques, pour desserrer, pour soulager l'état de la pression du monde de l'élevage, mais c'est pas une politique de long terme. Donc peut-être si vous voulez conclure, peut-être nous résumer votre position aussi à Ferrus là pendant 2-3 minutes. Alors nous, notre position à Ferrus, c'est qu'on est pour une coexistence apaisée. Cette coexistence apaisée, elle ne passera que parce que on appliquera les bonnes modalités de protection. Voilà, et en tout cas, on pense que c'est possible. C'est possible, puisque aujourd'hui, ça fait 30 ans que le loup est en France, et il y a beaucoup d'éleveurs qui vivent avec. Hein, dire aussi qu'il n'y a pas zéro défaut, forcément, même si un troupeau est bien protégé, un éleveur peut se faire prendre des brebis, mais il faut tout remettre en perspective. Hein, dans les Alpes, je crois que c'est 1% des ovins qui sont tués chaque année. Au niveau national, c'est 0,1% des ovins, donc c'est rien. Et il faut savoir que le monde de l'élevage, un mouton, c'est un animal très fragile, que chaque année, l'élevage perd 5% de moutons par accident, par maladie, par vol de bêtes. Voilà. Attaque de chien. Attaque de chien, voilà. Donc le loup n'est pas responsable de tout. Par contre, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que les aspects bénéfiques de la présence du loup en France. Hein, déjà, il permet, le loup, c'est un espèce chapeau qui est au-dessus de la pyramide la pyramide écologique. C'est un animal qui met de l'ordre dans les biotopes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une forte pression des ongulés sur un certain nombre de forêts. Et d'ailleurs les forestiers voient d'un bon œil arriver le loup. Alors le loup ne va pas faire diminuer les populations d'ongulés. Par contre, il va les disperser. Hein, je peux vous dire que moi, qui suis souvent dans les pays de l'Est, en Roumanie, je peux vous dire que les ongulés n'ont pas le même comportement qu'en France. Hein. Ils ne viennent pas vous dire bonjour. Hein. Tout le monde se planque parce qu'il y a des grands prédateurs qui tournent.
et ils font attention à leur vie. Et en tout cas, la pression sur la forêt est beaucoup moindre. Faut savoir aussi que le loup, et ça dans les Alpes, les accompagnateurs de montagne le savent très bien, il permet le développement de l'écotourisme. Hein. Vous avez beaucoup de gens qui viennent voir, rien que pour venir voir des traces, les gens viennent en montagne. Hein. Voilà. Il faut savoir aussi c'est que le loup a permis, les grands prédateurs en général ont permis la revalorisation du métier de berger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce au loup, on a ramené des cabanes dans les montagnes, on a ramené, l'État a mis à disposition des panneaux solaires, on monte la nourriture pour les chiens. Enfin, il y a eu, et par exemple dans les Pyrénées, alors c'est plus valable pour l'ours, mais il y a ce qu'on appelle des bergers d'appui. Il y a eu un véritable développement de bergers d'appui, des gens qui ont pu retrouver du travail en montagne. Parce qu'il fallait retourner sur les élevages et tout ça a été financé par l'État. Voilà. Et puis, faut pas oublier aussi, c'est un animal mythique qui fait partie de notre culture. Le loup a disparu il n'y a pas très longtemps en France, hein, c'est juste avant-guerre. Et on considère qu'il a toute sa place. Mais voilà, c'est un animal qui fait partie de notre culture et je pense qu'il a sa place parce que les biotopes lui sont très favorables en France. Voilà. D'accord. Et il peut vivre sans attaquer les troupeaux domestiques, il faut le savoir. Ok. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'était un plaisir pour moi. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous dire en commentaire si le format vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes en version courte sur YouTube ou en version intégrale au format podcast. Les liens sont dans la description. À bientôt!